Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Cafetech avec Imen. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous partager un parcours qui me parle beaucoup parce qu'il casse pas mal d'idées reçues sur la tech, sur la reconversion et sur le fameux est-ce que je suis légitime ou pas. Mon invité du jour n'a pas commencé dans l'informatique et pourtant aujourd'hui il évolue dans un environnement très exigeant, très orienté qualité et bonne pratique. On va prendre le temps de discuter de tout ça tranquillement. Du coup aujourd'hui on partage un café avec Raphaël, développeur chez Sensio Labs. Merci beaucoup Raphaël d'avoir accepté mon invitation. Bah, c'est avec grand plaisir. Pour qu'on pose un peu le décor, si quelqu'un te croise pour la première fois et te demande tu fais quoi dans la vie, tu lui réponds quoi? Enchanté. Raphaël, je suis pacsé, un enfant. J'habite dans la région de Saint-Malo, en Bretagne, et je suis développeur informatique. Tu peux parler un petit peu comment t'es arrivé dans la tech, qu'est-ce que t'as fait comme école Ouais, bien sûr. Euh, donc en fait, je suis issu d'un parcours en hôtellerie-restauration, parcours assez classique, bac technologique, BTS. Et j'ai découvert l'informatique en fait sur le tard, pendant mon BTS où on avait des cours d'informatique notamment. On avait des cours sur Excel. Fallait faire des tableurs, automatiser des tâches, des choses comme ça. Et puis on a commencé à manipuler les macros pour enregistrer les impressions, les choses comme ça. Et quand j'avais enregistré une macro, je crois que c'était sur une impression, et j'avais mis ce clic sur une case. Ce qui fait qu'à chaque fois que je la relançais, je voyais un petit clic sur une case qu'il fallait pas. Et ça m'avait donné envie de voir comment je pouvais le corriger. Et du coup, j'avais été explorer le code qui était derrière, quoi, et voir le VBA. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ok. Et ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que la tech n'a pas toujours été là parce que tu viens de la restauration, du management et à un moment tu fais un virage assez fort. Donc ce moment-là, tu t'en souviens comment? Est-ce que c'était une décision qui sont faites sur un coup de tête ou au contraire quelque chose qui a mûri longtemps? C'est quelque chose qui a mûri très longtemps. J'ai découvert du coup pendant mon BTS, on devait être en 2000, 2014. Et en fait, j'ai gardé ça comme un hobby sur mon temps libre pendant environ 6 7 ans. Je m'en servais à un niveau professionnel aussi parce que en fait, j'essayais d'automatiser un maximum mes tâches, tout ce que j'allais avoir sur reporting de vente, sur tout ce qui était analyse, tout ce qui était préparation de brief du matin avec les événements, les choses à venir, aller regarder l'historique. Tout ça en fait, j'ai essayé d'automatiser mes tâches et puis j'ai commencé à faire des choses de plus en plus complexes et c'est ça, ça me plaisait de plus en plus en fait. Et au fur et à mesure de voir vraiment des cas concrets que j'arrivais à automatiser des choses, je me suis dit un jour, en fait, c'est ça que je veux faire et j'ai initié ce changement-là. Ouais. Ouais, non, je trouve ça hyper parlant parce que beaucoup de gens ressentent ça, mais sans forcément oser de passer à l'action, quoi. Et du coup, tu as choisi, j'ai vu, j'ai un peu fouillé dans ton LinkedIn, donc tu as choisi ensuite une formation à l'ENI dans un format assez intense. Donc, quand tu repenses à cette période, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Le rythme, la difficulté ou le fait de dire, OK, là, J'ai, je suis vraiment en train de changer de vie. ouais, j'en ai fait une avant. J'ai fait un BTS en un an avec Ah, mince, j'ai perdu le nom. Avec le Greta. J'ai fait un BTS SEO en un an. C'est une entreprise avec qui j'avais discuté qui m'avait conseillé ça. Il m'avait dit bon bah votre profil nous intéresse, c'est super intéressant ce que vous avez jusque-là. C'était une entreprise en plus dans l'hôtel-restauration. Donc en fait un profil un peu hybride ça les intéressait. Mais il m'avait dit bah nous on prendra jamais sans diplôme. Et la référence pour nous c'est au moins le BTS SEO. Donc j'avais commencé ça en un an. De façon un peu optimiste, mais un peu comme beaucoup dans cette formation, en se disant au bout d'un an, en fait, je vais trouver quelque chose. Surprise, c'était très compliqué. Ça l'est toujours aujourd'hui. Et du coup, j'ai continué, notamment via l'ENI, pareil, avec une formation en un an
à distance. J'avais pris à distance. C'était période Covid, c'était assez complexe tout ça. Ouais. J'avais choisi l'option à distance, c'était plus safe. Les formations sont intenses. Après, moi, j'avais eu la chance d'avoir fait beaucoup avant tout ce qui était algorithmique. Donc il y avait quand même des concepts qui avaient pris le temps d'infuser. J'étais pas, par rapport à d'autres étudiants, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à absorber en peu de temps. J'avais quand même un certain confort là-dessus. Et là, Raphaël, avec le recul, quand tu regardes ton chemin du BTS hôtellerie jusqu'à Sensio Labs aujourd'hui, qu'est-ce que tu rends le plus fier? Ce qui me rend le plus fier aujourd'hui, bah, c'est d'avoir trouvé une place dans tout cet écosystème, dans la communauté, dans notre belle communauté qu'on a, et de pouvoir commencer à participer à mon échelle aussi à tout ça. Voilà. De toute façon, je trouve que ton parcours est juste dingue, quoi. Là, le changement, ta prévision pour arriver là, quoi. Et Merci. je t'en prie. Après ta reconversion, tu, ce que j'ai vu que tu as passé par plusieurs entreprises très Ouais, différentes. oui, Donc, ce que je trouve intéressant, et c'est la diversité des contextes. Donc, si on prend ça comme une ligne de temps, REST Translate, ouais, Covert, DR Data, est-ce que tu peux me dire ce que chacune t'a appris, même brièvement? ok. Donc au tout début, en fait, j'avais rencontré un entrepreneur dans ma région qui avait un produit sur de l'hôtellerie-restauration. Donc c'est pareil, en fait, c'est ce côté hybride qui m'a permis de mettre le premier pied à l'étrier Voilà. et qui commercialisait une solution. Et en fait, il avait besoin de reprendre cette solution pour en faire une version un peu plus aboutie pour lui permettre d'aller plus vite, euh, de pouvoir être plus agile face aux demandes des clients, pour pouvoir aller chercher des demandes spécifiques, parce que son public en fait avait des demandes très précises. Les restaurateurs peuvent avoir des demandes assez précises sur ce qu'ils veulent, et du coup il avait besoin de faire évoluer son produit, quoi. Donc j'ai commencé comme ça, et puis ensuite j'ai été dans des startups. Au final, ce que je retiens de chaque et ce que ça m'a appris, je pense que euh, c'est que ce qui compte à la fin, c'est le produit. C'est qu'on Ouais. on peut faire à toute petite échelle dans l'entreprise, on va faire un peu tout. On peut donc là dans la restauration, après dans de l'assurance, dans du médical. Ce qui compte à la fin, c'est vraiment le résultat, et il faut vraiment garder tout ce qu'on fait comme un moyen, quoi, et pas comme une fin en soi. Oui, donc là, comme tu as dit, Raphaël, tu as connu des environnements start-up, des contextes Ouais. très réglementés comme la santé ou la data, puis aujourd'hui, une boîte très impliquée dans l'écosystème open source. Comment tu as vécu ces transitions? Est-ce que tu t'es déjà dit, là, je suis clairement sortie de ma zone de confort? Du coup, en fait, donc Sensiolab, en fait, on se rencontrait à chaque meet-up parce que je fais un point d'honneur à un maximum de ces rencontres. Et c'est vrai qu'on y retrouve quand même souvent les mêmes entreprises. Donc les liens se créent, les discussions se font. Ouais, Moi, c'est ce qui a fait que j'ai poussé la porte, en tout cas. Et, euh, intéressant. et après, sur tout ce qui est environnement, au final, dans les expériences que j'ai eues jusque-là, c'était quand même des entreprises qui étaient assez proches du framework, des idéologies et de la qualité. Là, toutes les entreprises que j'ai faites, c'est vrai que tout ce qui était test, architecture, c'est quand même des sujets importants. Ouais. Et juste, je vais rebondir au fait que tu es arrivé chez Sensio grâce à ta présence dans les différentes étapes. Je vais rebondir sur l'épisode de Jeanne Landiche où vraiment il a donné ce conseil d'aller participer à des meetups, se ressourcer, rencontrer des gens, ça peut donner ça. Donc tu peux Ouais, trouver une belle opportunité grâce aux meetups, quoi. totalement. Ouais, Totalement. ouais. Et du coup, quand tu arrives chez Sensio Labs, avec cette culture très forte autour de Symfony, des bonnes pratiques, des tests, comme tu as dit là,
Qu'est-ce que ça t'a fait? Est-ce que tu as eu un moment waouh? Ou bien au contraire, ok, j'ai encore beaucoup à apprendre. Euh, Qu'est-ce que ça m'a fait? Les premières réactions, c'est vrai que c'est ce qui fait, ce qui peut faire drôle, ça a été de se retrouver aussi proche du framework, d'entendre beaucoup parler, que c'est vraiment le sujet central dans beaucoup de réunions, de parler des contributions, de parler de l'avancée du framework, et c'est vrai que ça fait du bien en fait de retrouver un peu ça comme sujet central. En tout cas que ce soit un point valorisé par l'entreprise dans laquelle tu es, quoi. Tout ce qui est communautaire, pareil. Enfin, on parle de meet-up, on parle de faire des talks, voilà. Donc Ouais. c'est aussi retrouver une entreprise qui est alignée avec tout ça, et je pense que c'est Ouais. intéressant parce que c'est grâce à ça que marche notre écosystème. C'est ça exactement. Donc on peut entendre open source, meetup, des conférences, donner des talks, contribuer. Et du coup, beaucoup de symphonies Happy Platform. Donc t'as cité pas mal de choses. Donc ça c'est ce qui est cool chez Sensu. Techniquement, Raphaël, tu touches à pas mal de choses. PHP, Symfony, TypeScript, Angular. Si tu devais être honnête là avec moi, quel techno t'ont vraiment fait progresser en tant que développeur? Pas juste, on va l'ajouter dans ton CV, quoi. Ouais, bien sûr. En fait, j'ai choisi PHP et Symfony assez tôt dans ma formation, dans ma première année de BTS. Avant, j'étais très Python, donc j'avais fait du Python avant de faire ma reconversion. En fait, je faisais pas mal de Python en procédural. Euh, et ensuite, j'étais très Java et Kotlin. J'adorais ça. Et en fait, ce qui m'a manqué et ce que j'ai trouvé en mettant à Symfony et à PHP, c'est qu'il y avait beaucoup de contenu pour démarrer. La doc Ouais. déjà qui est vraiment top. Et puis on a la chance d'avoir beaucoup de créateurs de contenu là-dessus sur YouTube. Ouais. Euh, c'est vraiment moi ce qui m'a permis d'être peut-être plus pris par la main au début, mais de pouvoir continuer à progresser. Et cet écosystème qui m'a permis d'avoir la meilleure courbe de progression en fait. J'ai pu très rapidement faire de belles choses avec, et depuis bah, j'ai pas arrêté. Quand on regarde ton parcours, Raphaël, on a Ouais, l'impression vraiment, là, avec tout ce que tu as dit là, on a l'impression que tu montes en compétences assez vite. Donc là, tu as changé, tu as utilisé Python, Java, et là après PHP, Symfony. Donc, c'est quoi ta méthode? Tu es plutôt du genre à apprendre sur le tas, à lire, tester, à te planter, ou un mix de tout ça? ouais, j'ai pas vraiment de méthode, je crois. C'est comme tu dis, un peu sur le tas. Après, c'est que j'ai toujours eu, donc j'ai une passion qui est quand même née petit à petit. J'ai pris le temps de prendre aussi du plaisir avec. C'était pas qu'une contrainte où il fallait absolument monter en compétence dessus. Et du coup, j'ai toujours eu de la curiosité. En allant au meet-up aussi, j'apprenais de plein de sujets très divers. Je me rappelle de certains où les premiers où je pouvais des fois ne pas comprendre grand chose pendant toute la conf. Et puis en fait, ça revient quelques années après. Tu fais, ah, mais je me rappelle, j'avais vu quelque chose là-dessus. Et tu reviens dessus. Et à ce moment-là, tu creuses quoi quand ça t'intéresse. Mais du coup, c'était vraiment de, de creuser quand ça m'intéresse, d'aller chercher du contenu. Encore une fois, on a énormément de chance d'avoir autant de contenu dans tout ce qu'on fait, pas que PHP Symfony, hein, mais même sur tous les sujets un peu connexes, on a tout ce qu'il faut en ligne. Donc moi c'était ça, c'était quand j'avais besoin de faire quelque chose et que je pouvais pas me dire ok j'y arrive pas tout ça, et ben c'était de me forcer d'aller au bout et puis d'essayer, tester, rater et recommencer. Oui, non, c'est intéressant et je vais arriver aussi sur le fait que tu t'intéresses beaucoup aussi à la qualité, donc les tests, les architectures, le TDD, le BDD. Est-ce que c'est quelque chose que tu y as cherché toi-même ou est-ce que c'est un contexte, une équipe ou une personne qui t'a ouvert à ces pratiques? Non, je pense que je me suis tourné là-dessus quand j'étais encore en solo en fait.
Je repense à un replay d'une conférence de Mathieu Napoli, je crois, du forum PHP, où il parle d'architecture progressive. Et le début de sa conférence, il parle justement d'un moment qu'il appelle dans sa carrière la course, où en fait on a une recherche ok, je maîtrise ça maintenant, c'est quoi qui est mieux, qui est au-dessus, qu'est-ce qui va être encore mieux, et c'est comme ça qu'on on découvre des choses plus poussées, plus techniques. Et donc au début c'était un peu la course parce que je voulais essayer de trouver vraiment qu'est-ce qui se faisait de mieux, comment je pouvais faire un peu le meilleur code, tout ça. Ce qui est pas forcément bien, hein, mais au début on est un peu là-dedans c'est quoi la meilleure façon de faire. Et du coup c'est là que j'ai creusé un peu tous ces sujets d'architecture hexagonale, de TDD. Et voilà. Mais c'est un sujet intéressant parce qu'après on revient beaucoup dessus. Parce qu'au contraire, tout ça c'est très bien, mais en fait faut toujours faut toujours utiliser, enfin, faut toujours faire preuve de pragmatisme en fait. Et quand on est jeune, pas expérimenté dans tout ça, et qu'on on voit un peu tout ce qui se dit aussi sur les réseaux, c'est des discours qui sont très tranchés. On dit bah non, faut faire ça parce que sinon c'est vraiment pas bien. Du coup, tu dis ah ok, bon bah faut vraiment que je m'y intéresse alors parce que sinon je suis pas. Ouais. Des fois, je suis pas un vrai développeur. C'est très cru des fois comment les façons dont c'est présenté. Et Ouais. voilà. Donc c'est comme ça un peu que je me suis plongé dans tout ça. Et voilà. Et après, en fait, on revient dessus une fois qu'on découvre un peu le monde professionnel. Bah oui, en fait, tout ça c'est très bien, mais il y en a beaucoup qui vont déjà pas s'en servir. D'autres qui vont l'utiliser, mais toujours avec du pragmatisme par rapport à leurs contraintes, par rapport à leur métier. Et voilà. Et si quelqu'un nous écoute aujourd'hui, Raphaël, et démarre une reconversion, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise à toi à ce moment-là? Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise? C'est pas facile parce que je pense il y a énormément de contextes différents. Moi, au final, j'ai quand Ça, même c'est eu de la vrai, ouais. chance. J'ai quand même eu de la chance au final dans ma situation parce que j'avais pas encore d'enfant. On a pu changer de logement pour avoir un loyer un peu moins cher et survivre un peu, même pendant ma reconversion. Donc si je devais recommencer aujourd'hui, par exemple, ce serait déjà pas la même chose. Oui. Voilà. Non, c'est... Donc j'ai eu de la chance là-dessus. Après, si moi j'ai un conseil, c'est vraiment de commencer tout seul par aller voir Open Classroom, par exemple, Mm. et de commencer tout seul et de commencer à aller voir plusieurs choses, aller voir les formations web, donc aller commencer à faire du HTML, du CSS, aller regarder un peu ce qui se fait côté base de données. De toute façon, ils ont plein de cursus. Et pour chaque cursus, ils ont des cours. Donc je dis pas de démarrer des cursus, mais vraiment d'aller faire des cours. Les faire de A à Z avec les petits exercices techniques, tout ça. Voir si ça plaît aux personnes aussi, parce que ça va être vraiment important, parce que la reconversion, ça va être très difficile. Et donc il faut vraiment que ce soit quelque chose qui plaise et que la personne ait à cœur, quoi. Donc faut que la personne prenne du temps d'essayer toute seule, de faire infuser un peu tout ça, de voir s'il y a une passion qui naît, et puis C'est ça, de... exactement. Pour être Ouais, sûr, finalement. Ouais. oui, c'est ça. Et puis après, si vraiment c'est au bout de quelques temps, c'est ce qu'ils veulent faire, qu'ils y aillent. Et puis voilà, là, qu'ils aillent mettre les moyens, qu'ils trouvent une formation, qu'ils trouvent une entreprise pour l'alternance, par exemple. Voilà. Ouais. Mais de prendre le temps. C'est ça. Mais aussi, aujourd'hui, on peut trouver des gens qui se disent que c'est trop tard pour moi. Qu'est-ce que tu as envie de leur répondre très simplement? On sait que aujourd'hui une reconversion, c'est pas comme une reconversion il y a 5 ans, quoi. Il y a 10 ans, c'est pas pareil. Avec le contexte actuel sur le marché, avec l'arrivée de l'IA et tout. Mais c'est pas quelque chose d'impossible, quelque chose qui est difficile à faire. Mais comment tu peux répondre à quelqu'un qui dit que c'est trop tard? C'est vrai que c'est pas facile, hein. Comme tu dis, la situation a beaucoup changé, puis elle évolue chaque année. Ouais, Moi, ma situation où je suis rentré sur le marché, je pense il y a 4 ans à peu près, c'était déjà très difficile, mais là, ça a encore changé. Qu'est-ce que je dirais à une personne qui pense que c'est trop tard? Je lui dirais que déjà il y a plusieurs reconversions. Moi j'ai fait une reconversion à ma manière. Au final j'ai quand même fait pas mal d'études dans tout ça. J'ai quand même refait 2 ans de formation plus une ouais, en alternance après.
J'avais quand même avant ça 6 ans à en faire en hobby. Donc c'était très long au final et j'ai essayé de récupérer un niveau un peu institutionnel, d'avoir des diplômes, d'avoir tout ça. Ouais. Maintenant j'ai aussi vu des gens qui avaient fait des reconversions et qui avaient fait des reconversions plus courtes, plus intenses et qui s'étaient focalisés sur un aspect du métier. Euh, sur de l'intégration, sur du DevOps, sur des choses comme ça. Ouais. Et où vraiment Mhm. ils étaient focalisés sur un aspect, sont montés en expertise dessus, et après, bon, en fait, bon, c'était souvent des entrepreneurs par contre après, qui vendaient ça comme leur expertise en fait. Et ils ont appris après tout le reste, mais au fur et à mesure des missions, tout ça, en vraiment, en choisissant quelque chose de précis et en s'y attelant, et voilà. Ce qui permettait en fait d'être crédible et d'apporter une plus-value assez vite Ouais. parce qu'on se focalisait vraiment sur quelque chose quoi. Donc je pense qu'il y a plusieurs formules pour la reconversion et en fonction des attentes de chacun, de où ils veulent aller, de leurs objectifs, c'est important quand même qu'ils y pensent justement, ouais. Avant de se Ouais. lancer dans une reconversion, de qu'est-ce que je veux exactement, dans quel délai et à quel point c'est faisable, et du coup bah choisir un peu la formule sur laquelle ils comptent faire quoi. Parce que comme tu as raconté aussi, Raphaël, il y avait des sacrifices à faire. Ouais. Parce que si quelqu'un a une famille, il faut bien penser, est-ce que vraiment c'est un truc passionnant pour lui ou pas, pour penser à faire une reconversion, parce que faire une reconversion, ça peut, comme tu as dit, le cas idéal, ça va lui prendre une année, mais ça sera une année sans forcément avoir de ressources, quoi. Ouais, bah moi ça a été le cas. C'est vrai que du coup je comptais vraiment le faire en un an et attaquer derrière. Et du coup c'est pas fait comme ça, donc il a fallu subvenir à nos besoins. Donc c'est vrai que j'ai pas mal charbonné bah, pour la saison. Je suis retourné dans la restauration. Après j'ai Ouais, travaillé un peu à côté aussi pour combler. Mais c'est vrai que ça a un peu mis ma vie et ma vie commune avec ma compagne en pause pendant 2 ans quoi. c'est ça, exactement. Ouais. Mm. Donc, bon, chacun, il faut faire le choix, quoi, et être sûr qu'il voulait faire ça. Parce que finalement, Ouais, ça sera une carrière, une vie derrière, quoi. c'est ça. Non mais je pense que c'est vraiment le plus important. Faut qu'il y ait quelque chose qui ressorte et qu'il y ait vraiment une passion Ouais, qui soit là. c'est ça, Et exactement, ouais. après ce sera valorisé. Je veux dire, les profils justement un peu hybrides ou des compétences un peu plus on va aller chercher des compétences humaines ou justement des expériences passées. Ça peut être sur du management, ça peut être sur plein de choses. Ça va servir en fait. Ouais, Mais c'est vrai qu'il faut passer d'abord cette première étape qui est le premier contrat, la première fois quoi. Mais une ouais, fois qu'on a passé ça, les compétences de l'expérience précédente en fait seront valorisées. ouais, exactement, ouais. Raphaël, aujourd'hui, avec tout ce que tu as déjà traversé, c'est quoi la suite pour toi dans la tech? J'ai pas de plan, j'ai pas de plan marqué. Je navigue un peu à vue. Mais moi là, ce que j'aimerais, c'est essayer de rendre un peu plus à la communauté, c'est de contribuer aussi. Euh, on apprend beaucoup en contribuant. Ouais, C'est pas facile non plus. C'est pareil, faut se jeter un peu dedans. Il n'y a pas de plan de fait forcément où on dit bah il y a besoin de faire ça, fais-le. En fait, il faut vraiment dire bah voilà, moi j'ai envie de faire ça, je vais proposer ça. C'est beaucoup de refus au début, mais ouais, c'est très formateur et c'est intéressant, je pense. oui, comme a dit Kevin Douglas, juste oser, Ouais, exactement. Exactement. oser de le faire. Donc ouais, contribuer, et puis après bah, c'est continuer à développer l'antenne de Rennes à FUP. On essaye d'organiser des meet-up, voilà. Donc ça c'est pareil, c'est important pour moi parce que c'est aussi par ce biais-là que moi je suis rentré dans la communauté, c'est par l'antenne de Rennes. Ouais, Et en fait ces antennes locales elles sont hyper importantes. Je sais que toi tu me contrediras pas sur ce sujet-là. ouais, C'est hyper important d'avoir ces antennes locales parce que c'est le premier pas vers la communauté ouais. et c'est un lien qui est important. Pour rebondir sur ça, comment t'es arrivé à l'antenne de Rennes? Est-ce que c'était une personne ou, je sais pas, une expérience
que tu as eu pour accéder à cette antenne, ou c'était toi que tu as créé l'antenne carrément? Non, non, pas du tout. Pas du tout, elle était là bien avant moi. Non, en fait, je suivais beaucoup pendant ma reconversion, donc je disais, toi, YouTube, c'était Lior Shamla, qui faisait du contenu sur Ouais, Symfony, Symfony ouais. 5 notamment à l'époque. C'était vraiment... moi, j'adorais ses vidéos. Et après, j'avais même acheté ses formations sur son site, qui était vraiment, vraiment top. Et donc, je suivais beaucoup Lior. Et en fait, en 2020-2021, il était passé par l'antenne de Rennes. Alors, c'était à distance à l'époque parce qu'il y avait le Covid. Et Ouais. du coup, c'était un AFUP Day, je pense, où il participait à l'antenne de Rennes. Et du coup, bah, j'avais découvert, je connaissais pas du tout, la FUP, tout ça. J'ai découvert ça à ce moment-là. Et du coup, j'ai découvert qu'il y avait une antenne à FUP à Rennes. J'ai découvert ce que c'était que le concept, en fait, qu'il y avait des meet-up. Mhm. Et puis après, j'ai regardé bah, les prochains événements. Et puis, j'ai poussé la porte. Et voilà. Et j'ai découvert donc il y avait Frédéric Bouchéry qui est toujours là, qui s'occupait beaucoup de l'antenne. Aujourd'hui, Romain Janvier qui a repris l'antenne et qui s'en occupe. Et puis bah nous on essaie de l'aider un peu comme on peut. Non, c'est intéressant. Et comme tu as dit, c'est bien de faire vivre la communauté à un petit échelle. Parce que, comme tu as dit, à Rennes ou à des endroits qui sont loin de Paris, loin des grandes villes. Donc, c'est vraiment top de faire revivre la communauté. Ouais. Ouais, puis on a une communauté qui est vachement bienveillante et on arrive à avoir Ouais, des super guests en fait à chaque fois. Des ouais. gens qui prennent du temps, qui préparent des super talks, les sujets sont super intéressants. Et même si des gens se contentent du côté local et vont pas aller sur des plus gros événements, des choses comme ça apporte déjà beaucoup. Parce que ça Oui, apporte aussi des échanges. Des fois, c'est juste des contacts de ah ben on a discuté de ça, machin, on va continuer sur des sujets. Moi, j'avais rencontré Charles Desneuf qui parle beaucoup de sujets de qualité et de tests, qui était venu à Rennes et il avait fait une démo, bah, pareil, c'était sur de l'approval testing. Donc ça faisait partie des présentations, j'avais pas forcément compris grand chose la première fois. Et en fait, le sujet était ouais, hyper intéressant. Après, on avait gardé contact. Enfin, voilà, c'est des choses importantes. Ouais. ouais. Ok, du coup, Raphaël, si tu devais synthétiser ton expérience en trois conseils très concrets pour progresser en développement sans attendre que tout soit parfait autour de soi, tu dirais quoi? Trois conseils. Alors, le premier, je dirais d'investir en vous, donc que ce soit du temps, que ce soit des moyens, mais en tout cas de croire en soi et de se donner les moyens de réussir. Je pense que c'est important. Euh, le deuxième, c'est de se fixer des objectifs réalistes, de se dire, ok, là mon objectif c'est ça. Ça peut être de faire un site, ça peut être de faire une app, ça peut être de passer un examen, ça peut être plein de choses. Mais un objectif réaliste, de donner les moyens justement en fonction et de fêter chaque victoire, chaque petite étape comme ça. C'est important de la Ouais, fêter parce que le chemin est long. ouais, ouais, t'as Et raison. puis le troisième, c'est vraiment les meet-up. Euh, Ouais, venez aux meet-up, venez aux conférences. Pour moi, c'est vraiment là que ça se passe et ça change beaucoup de choses. Moi, c'était une révélation. Le premier que j'avais fait, c'était pour les Silus Days. C'était la première fois qu'ils faisaient ça à Paris, dans les locaux de Sensu justement. Et c'était Grégoire Hébert qui avait présenté pendant une heure Happy Platform. Et en fait, on a beau avoir lu la doc dans tous les sens, tout ça, avoir les personnes qui ont contribué à l'outil, présenter l'outil, ouais, la façon dont ils les présentent, la façon dont ils en parlent, il y a un côté où tu dis mais ok en fait j'ai compris. J'ai compris ce qui était pas écrit, ce qui était derrière, j'ai compris l'intention, j'ai compris. Il y a quelque chose de vraiment très différent. Et puis après en plus on a la chance de pouvoir échanger avec ces gens-là et bon, c'est vraiment génial quoi. non, c'est déjà moi aussi, c'est grâce aux meetups ou aux conférences que j'ai fait que j'ai lancé le podcast. Sinon, avant, moi aussi, je suis une personne un peu préservée. Si tu me dis que Imen, il y a 4 ans, parce que je suis arrivée chez Sensio en 2021, donc à ce moment-là, tu vas me dire, Imen, dans 4 ans, tu vas faire un podcast, tu vas monter sur scène, donner un talk. Je te dis, mais non, impossible. Mais impossible que je vais faire ça. Et du coup, c'est grâce aux meetups ou aux conférences que j'ai fait quand même un petit réseau. Ouais, Je connais du monde.
Parce que sans ça, je peux pas. Ils vont dire, mais c'est qui Imen qui va nous inviter à son podcast? Non, Mais c'est ouais, pas évident. je pense que c'est vraiment important de commencer, mais puis commencer légalement avec les antennes Meetup Oui, oui, locales. c'est pas, ouais, Ouais, et il y a une bienveillance qui est. En tout cas, partout où j'ai été, il y avait vraiment une bienveillance qui est chaleureuse. Il y a. Ce qui moi, m'a surpris beaucoup, c'est l'humilité aussi de toutes ces personnes qu'on voit partout. Qui font des talks. Et puis en fait, ils viennent à nos ouais. meet-up locaux comme ça pour participer, pour faire plaisir. Et toujours très accessible. Et puis même les gens qui viennent seuls la première fois, tout ça, on fait toujours en sorte d'inclure tout le monde. Et voilà. Donc Oui, c'est non, ce faut pas avoir peur d'y que. aller. Non, non, honnêtement. Parce que c'est ce que, en fait, j'adore la façon de Nicolas Gregas. Là, cette semaine, il était au Maroc pour faire PHP Morocco. J'ai trouvé ça génial. Ce qu'on a fait pour la symphonie, la communauté de symphonie en Tunisie, le meetup en Tunisie. Donc, c'était pareil. Il a pris le temps d'aller en Tunisie. Pour faire revivre vraiment la communauté. Parce qu'il y a quelques années, quand même, il y avait une communauté locale, une grande communauté locale où on a fait même un Symphony Live en 2019, je pense. Et le premier événement, c'était en 2000, fin 2013, si je me trompe pas, fin 2013. C'était un Symphony TN. Il y avait vraiment beaucoup de personnes qui ont un grand nom aujourd'hui dans la communauté qui ont arrivé pour, malgré que c'était le premier événement, mais c'était top. Comme tu as dit, la bienveillance qu'on trouve dans la communauté PHP, ou bien la communauté open source en général, c'est Ouais, top quoi. totalement. Oui, c'est vrai qu'on Ouais. parle beaucoup là de la nôtre, de la communauté Oui, c'est PHP ça. Symfony, mais je pense que Mais c'est applicable à ouais, beaucoup, ouais. ouais. Bah, merci beaucoup, Raphaël, pour tout ce que tu as partagé avec nous. Et on va arriver à la partie fin du podcast pour te poser les questions signatures du Café Tech. Pour toi, Raphaël, ça sera café ou thé? Alors moi c'est plutôt thé je pense. En ce moment c'est même infusion, infusion thym avec miel citron tu sais pour les défenses pour l'hiver. Ah oui, t'as raison. Mais ouais plutôt chaude moi. Ah, c'est top. Et quand tu poses le clavier, tu fais quoi pour décrocher? Alors ça enlève beaucoup de temps déjà parce qu'encore entre la reconversion mais toujours aujourd'hui en fait je passe quand même pas mal de temps pour tout ça. Et après, j'ai la chance d'avoir un enfant en bas âge maintenant. Donc ça me prend aussi du temps, Ouais, comme tout le monde, hein, les enfants, la maison, tout ça. je Et te après, comprends. après j'essaye de prendre l'air un maximum, d'aller me promener, de profiter, voilà. Ouais, D'un peu contraster, ouais, de sortir de derrière l'écran et de ouais, t'as prendre un grand raison. bol d'air frais, quoi. Oui, surtout que tu fais du full télétravail, full remote. Ouais, 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 totalement. ouais. Est-ce que tu as une anecdote drôle ou marquante de ton parcours que tu peux la partager avec nous aujourd'hui? Une anecdote drôle. On a parlé de la première formation que j'avais faite. À l'origine, c'était pour faire du WinDev. Pour ceux qui connaissent, j'avais été en contact justement avec une entreprise qui cherchait un développeur WinDev pour de l'hôtellerie-restauration. Et j'avais postulé là et c'est eux qui m'avaient aiguillé après sur ce socle du BTS SEO. Et puis après, bon, ça s'est pas fait pour plusieurs raisons, mais voilà, j'aurais dû être développeur WinDev si le plan s'était déroulé sans accroc. Ouais. Oui. Et est-ce qu'il y a une personne que tu as croisée et qui a vraiment changé ta trajectoire? Je pense il y a beaucoup de personnes, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment une affaire de communauté. Ouais. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont eu des impacts à des moments clés.
Il y a notamment Simon avec qui j'ai travaillé chez Covered et avec qui je suis toujours très proche, Nicolas aussi. Et après, il y a eu Jeanne que j'avais contacté justement en sortie de formation. Où je savais pas quelle était la prochaine étape en fait. Moi, je l'avais vu Ouais. justement sur les meet-up. Je l'avais vu qu'elle était présente, Ouais. c'est une recruteuse qui était sur les meet-up. Et au bout de ma deuxième formation, là j'étais au milieu de la troisième. Je me suis dit, bah en fait, voilà mon cas, voilà où j'en suis. Je savais pas exactement ce qu'il fallait que je fasse pour débloquer la situation, quoi. Et puis bah elle était super, elle était très très Ouais. accueillante, très ouverte, on a discuté. euh, et puis après bah j'ai eu la chance qu'elle me présente à tout son réseau et puis ça a commencé comme ça. Et pour finir, est-ce que tu as une ressource, un talk ou bien une vidéo que tu recommanderais à tout dev aujourd'hui? Et il y en a beaucoup, je pense, mais si je devais en garder qu'une, une ressource, ce serait Create your own PHP framework sur la doc de Symfony. Ça doit être Fabien Potentier qui avait contribué ça à l'origine. Et en fait, on recrée un peu les grands composants de ce qui sont derrière Symfony, derrière la philosophie, et étape par étape, et c'est hyper formateur. Même pour des profils plus expérimentés, le refaire de temps en temps, enfin, c'est vraiment... moi, c'était une des choses qui m'a fait le plus comprendre le framework, tout ce qui était derrière, toute la réflexion, toute la philosophie. Ok, merci beaucoup pour cet échange, Raphaël. Vraiment, j'ai adoré la sincérité de ton parcours et je suis sûre que ça va résonner chez beaucoup de personnes. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode de Café avec Imen. N'hésitez pas à liker, commenter, et partager et surtout à oser parce que souvent c'est le vrai point de départ.